Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette vidéo est conçue pour faire un petit rappel des principales notions du cours, à savoir la méthode des coûts préétablis. Alors, il faut savoir qu'un coût préétabli est un coût, comme son nom l'indique, est un coût qui a été calculé à l'avance, avant même le démarrage effectif des principales opérations d'un cycle d'exploitation. Un coût préétabli joue un rôle très très important pour une entreprise. Pour le contrôleur de gestion, le fait de calculer un coût préétabli va lui permettre d'avoir une référence, une norme par rapport à laquelle il va comparer les réalisations et donc il va pouvoir porter un regard critique sur la gestion de l'entreprise. Alors, le calcul d'un coût préétabli se fait de la même manière qu'un coût réel ou ce qu'on appelle les coûts constatés. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est le moment de calcul. Le coût préétabli, il est calculé au début, avant même, comme je viens de le dire, avant même le démarrage effectif d'un cycle d'exploitation, alors qu'un coût réel, ou ce qu'on appelle aussi un coût constaté, il est calculé à la fin du cycle d'exploitation, une fois toutes les charges réelles de l'entreprise ont été payées et supportées. Alors, un coût préétabli, il est composé lui aussi de deux grands blocs de coûts, un coût de production et un coût de distribution. Le coût de production, lui aussi, il est composé d'un coût d'achat auquel on rajoute l'ensemble des charges relatives à la production. Lorsqu'on souhaite calculer un coût préétabli, il faudrait qu'on respecte cette chronologie. Il faudrait qu'on calcule d'abord le coût de production et qu'on rajoute aussi le coût de distribution pour que, in fine, on puisse calculer ce qu'on appelle le coût préétabli global. Alors, par souci de commodité pédagogique, on va concentrer notre attention sur une seule phase du cycle d'exploitation, à savoir la production, parce que c'est la phase qui génère le maximum de charges pour l'entreprise, surtout pour une entreprise industrielle. Alors, du coup, mais c'est la même démarche, le même principe qui va être généralisé pour toutes les phases du cycle d'exploitation. Alors, ce qui est important, c'est le principe et c'est la méthodologie du calcul. Alors, pour ce qui est du coût de production, on sait très très bien qu'un coût de production, il est composé de deux grands blocs de charges, des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes, ils sont composés des matières premières et de la main-d'œuvre directe, alors que les charges indirectes, ce sont des charges qui sont traitées et analysées dans un tableau qu'on appelle le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, lorsqu'on souhaite calculer un coût préétabli, il faudrait d'abord que l'on commence par faire des prévisions. Alors, ces prévisions, ils doivent porter à la fois sur le bloc des charges directes, à la fois sur le bloc des charges indirectes. Alors, on va commencer par les charges directes. On sait très bien que les charges directes sont composées des matières premières et de la main-d'œuvre directe, des charges occasionnées par les main-d'œuvre directes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va élaborer des standards, des prévisions concernant la consommation de la matière première, c'est-à-dire quelle est la quantité que l'on va consommer de façon prévisionnelle et à quel prix on va acheter cette matière première, là encore une fois, de façon prévisionnelle. Deuxième bloc des charges, c'est des charges directes, bien entendu, c'est les charges occasionnées par la main-d'œuvre directe. Alors, idem, le même principe va se répéter. On va devoir faire des prévisions concernant la quantité, entre guillemets, de la main-d'œuvre directe que l'on va consommer. Alors, ce qu'on appelle communément et réellement le temps nécessaire pour le travail. Et aussi, on va faire des prévisions concernant le taux horaire avec lequel on va payer cette main-d'œuvre directe, chose qui va nous amener à élaborer ce qu'on appelle les standards techniques de main-d'œuvre directe. Alors, concernant le deuxième bloc des charges, à savoir les charges indirectes, comme je viens de le préciser au début, les charges indirectes, ce sont des charges qui sont localisées, traitées au niveau du tableau de répartition. Un tableau de répartition, c'est un tableau qui regroupe la totalité des sections, ou ce qu'on appelle les sections homogènes, ou ce qu'on appelle les centres d'analyse de l'entreprise. Là encore une fois, par un souci de commodité pédagogique, on va faire fi de l'ensemble des sections qui composent le tableau de répartition d'une entreprise et on va prendre comme exemple une seule section. On va faire comme si l'entreprise n'est constituée que d'une seule section ou un seul centre d'analyse. Donc là encore une fois, on est amené à faire des prévisions concernant la consommation de charges indirectes au niveau de la section. Chose qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle, ou d'élaborer ce qu'on appelle un budget pour la section. Un budget bien sûr prévisionnel pour la section. Alors je rappelle encore une fois qu'une section, les charges d'une section
homogène, il est mesuré par le nombre d'unités d'œuvre consommées au niveau de la section. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Au niveau des sections homogènes, il faut faire la différence entre deux notions qui sont extrêmement différentes. La première notion, c'est le nombre d'unités d'œuvre et qui nous permet de mesurer le niveau d'activité de la section. Et la deuxième notion, c'est le nombre d'articles produits et qui nous permet de calculer ce qu'on appelle le niveau de production. Donc il y a une nette différence dans une section homogène, il y a une nette différence entre le niveau de production et le niveau d'activité. Alors ces précisions étant faites, on a dit que le fait de calculer ou de mettre en place un coût préétabli, ça va permettre au contrôleur de gestion d'avoir une référence, une norme par rapport à laquelle il va comparer les réalisations de l'entreprise. Alors pour pouvoir comparer, il faut qu'on puisse calculer des écarts entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé. Alors l'idéal, c'est que l'écart soit égal à 0. Ça veut dire que ce qu'on a prévu est exactement égal à ce qu'on a réalisé. Or, comme vous le savez très bien, l'idéal n'est jamais atteint en gestion. Il est souvent approché, mais il n'est pas réalisé à 100%. Donc il y a toujours un décalage entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé, chose qui va amener le contrôleur de gestion à calculer des écarts. Alors ces écarts, ils vont porter sur les deux grands blocs constitutifs d'un coût de production, à savoir le bloc de charge directe et le bloc de charge indirecte. Alors, pour les charges directes, on va commencer par le premier élément constitutif des charges directes et qui sont bien entendu la main-d'œuvre. Alors, le premier écart que le contrôleur de gestion est amené à calculer, c'est l'écart sur matière première. Alors, l'écart global sur matière première, il est calculé de façon très simple en faisant le rapprochement entre le coût prévisionnel, ou ce qu'on appelle aussi le coût standard des matières premières, moins le coût global réel des matières premières. Alors, cet écart, il peut être soit positif, soit négatif. Alors, s'il est positif, ça signifie quoi? Ça signifie que le coût qu'on a prévu, le coût avec lequel on a prévu d'acheter la matière première, il est supérieur par rapport au coût réel constaté et qu'on a supporté, chose qui est favorable pour l'entreprise. Or, lorsque le signe de l'écart est négatif, ça veut dire tout simplement que le coût réel qu'on a supporté, il était supérieur par rapport à ce qu'on a prévu. Alors, la source de l'écart, ou quand on veut analyser l'écart, il faudrait trouver son origine. À quoi il est dû cet écart? Alors, l'écart sur matière première, il peut être dû à deux phénomènes ou deux choses. Soit un écart sur quantité, soit un écart sur prix. Chose qui va nous amener à calculer deux sous-écarts dont vous avez la formule devant vous. Alors, l'écart sur quantité, il est obtenu en rapprochant la quantité prévisionnelle avec la quantité réelle et en multipliant par le prix standard ou le prix prévisionnel. Alors que l'écart sur prix, il est obtenu en rapprochant le prix prévisionnel avec le prix réel et en multipliant par la quantité réelle. Alors bien entendu, la somme entre les deux va nous donner généralement ce qu'on appelle le coût, l'écart global. Alors ceci est dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'inverser la formule. On peut très bien, pour un écart sur quantité par exemple, de faire quantité réelle moins quantité prévisionnelle, mais attention, quand on veut multiplier, il faudrait multiplier par le prix réel. Alors idem pour l'écart sur prix, si on a envie d'inverser la formule, on peut faire le prix réel moins le prix prévisionnel multiplié par la quantité prévisionnelle. Alors deuxième bloc constitutif des charges directes, c'est les charges qui sont occasionnées par la main-d'œuvre directe. Là encore une fois, on peut calculer un écart global sur la main-d'œuvre directe. Alors l'écart global sur main-d'œuvre directe, il est calculé de la même manière que l'écart global sur la matière première. Donc on doit juste changer et rattacher les charges aux main-d'œuvre directes. Donc l'écart global sur main-d'œuvre directe est égal au coût prévisionnel de main-d'œuvre directe qu'on va rapprocher avec le coût global réel de la main-d'œuvre directe. Alors l'origine de cet écart, il peut être soit un écart sur temps, soit un écart sur taux. Donc quand on a envie d'analyser un écart sur main-d'œuvre directe, on est amené à calculer deux sous-écarts, un écart sur temps et un écart sur taux. Alors l'écart sur temps, il est calculé en rapprochant le temps prévisionnel avec le temps réel et qu'on va multiplier par le taux horaire prévisionnel. L'écart sur taux horaire est égal au taux prévisionnel qu'on va rapprocher avec le taux réel et qu'on va multiplier par le temps réel.
Alors la somme entre ces deux sous-écarts doit automatiquement, systématiquement nous donner ce qu'on appelle l'écart global sur main-d'œuvre directe. Ces deux sous-écarts permettent tout simplement d'expliquer l'écart global sur main-d'œuvre directe. Alors pour ce qui est des charges indirectes, alors, les charges indirectes, ou ce qu'on appelle les frais de section, on a dit que ce sont des charges qui sont traitées et analysées dans une section homogène, ou ce qu'on appelle un centre d'analyse. Là encore une fois, l'écart global sur les frais de section, il est obtenu tout simplement en rapprochant les prévisions avec les réalisations. Alors, l'écart global sur charge indirecte, il est obtenu avec la formule suivante, les frais réels moins les frais imputés à la production réelle, ou ce qu'on appelle le coût préétabli. Alors, si on veut expliquer, là encore une fois, cet écart global sur charge indirecte, il peut être soit positif, soit négatif, c'est-à-dire soit un écart défavorable, soit un écart favorable. Et l'explication que l'on va donner à cet écart global sur charge indirecte, elle peut provenir de trois facteurs. Alors le problème, elle peut être soit un problème de budgétisation, soit un problème de non-respect du niveau d'activité prévu, soit un problème de rendement des facteurs de production. Ceci va nous amener à calculer trois sous-écarts pour expliquer l'écart global sur charge indirecte. Alors l'écart, le premier sous-écart. Alors le premier sous-écart, il est appelé l'écart sur budget. L'écart sur budget, il est obtenu en rapprochant le budget réel, ou ce qu'on appelle la dépense réelle, avec la dépense ou le coût flexible. Alors, le budget flexible, entre guillemets, nous renseigne sur la dépense qu'aurait pu prévoir l'entreprise compte tenu du niveau d'activité réel. Alors, l'écart sur activité, troisième sous-écart qui permet sous-écart qui permet d'expliquer l'écart global sur charge indirecte, c'est l'écart sur activité. Alors, l'écart sur activité, il est obtenu en rapprochant le budget qu'on aurait dû prévoir pour un niveau d'activité réel avec le coût qu'on aurait dû prévoir pour le niveau d'activité réel, mais en neutralisant l'impact des frais fixes sur les coûts. On sait très très bien que l'existence des frais fixes au niveau d'un coût, elle permet en fait, elle impacte le coût unitaire. Donc quand on veut neutraliser l'impact de ces frais fixes au niveau d'un coût, on va faire appel à la notion de budget de l'imputation rationnelle et qui permet de prendre en considération les charges fixes imputées rationnellement. Les charges fixes imputées rationnellement, ce sont les charges fixes qu'on va multiplier par un coefficient qui est appelé le coefficient d'imputation rationnelle et qui n'est rien d'autre que le rapport entre le niveau d'activité réel avec le niveau d'activité normal. Je rappelle entre parenthèses qu'un niveau d'activité normal, c'est tout simplement le niveau d'activité souhaitable qui correspond à une utilisation optimale des facteurs de production et qui correspond à un cycle d'exploitation régulier sans aucune perturbation des facteurs de production. Troisième sous-écart qui permet d'expliquer l'écart global sur charge indirecte, c'est l'écart de rendement. Alors l'écart de rendement, il permet de comparer la dépense prévisible en neutralisant l'impact des frais fixes avec la dépense préétablie compte tenu du niveau d'activité préétabli. Alors là, j'aimerais bien souligner une petite différence entre le niveau d'activité préétabli et le niveau d'activité, ce qu'on appelle standard ou le niveau d'activité normal. Alors le niveau d'activité normal, il correspond à une utilisation optimale des facteurs de production et donc elle correspond à un niveau d'activité que l'on va supporter en supposant que aucune perturbation ne vient perturber notre cycle d'exploitation, alors que le niveau d'activité préétabli, c'est un niveau d'activité qui prend en considération les prévisions que le manager a fait pour un seul cycle d'exploitation, c'est-à-dire pour un seul exercice d'exploitation. Donc c'est un coût ou c'est une dépense plus proche de la réalité de l'entreprise et surtout des conditions d'exploitation de l'entreprise. Si le niveau d'activité normal il est élaboré une seule fois pour l'année, le niveau d'activité préétabli il est fait pour chacun des exercices de l'entreprise. Donc la somme entre ces trois sous-écarts, à savoir l'écart sur budget, l'écart sur activité et l'écart sur rendement, elle nous permet d'obtenir ou d'expliquer l'écart global sur charge indirecte. Voilà.